Bismillah. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité. C'est l'heure de votre émission préférée, La vie en rose. Installez-vous dans un fauteuil confortable, une bonne tasse de café à portée de main et laissez-vous entraîner dans le tourbillon d'émotions et de rêves que fait naître la mystérieuse alchimie de l'amour. Mais aujourd'hui, je veux d'abord vous parler de quelque chose qui me tracasse depuis que j'ai lu le journal ce matin. Figurez-vous que d'après un récent sondage, 70% des femmes mariées travaillent, à temps plein ou à mi-temps. Et l'auteur de l'article précise que ces pourcentages est parfaitement représentatif de ce qui se passe à l'échelle de notre nation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi ça me rend triste. Le monde du travail peut être une véritable jungle, cruelle et impitoyable pour une jeune et jolie femme, sans compter que cela peut poser de véritables problèmes de société. Que sont devenues ces charmantes épouses qui veillent au confort du foyer et à l'éducation des enfants, tandis que leur mari allait gagner l'argent du ménage, qui accueillent désormais ces héros de l'ombre avec un baiser affectueux et un bon repas quand ils reviennent harassés par une longue journée de labeur. Cette fois, la coupe est pleine. Marmonna Dawn entre ses dents et feigne en freinant brutalement sur le parking de son appartement d'emprunt. Elle habitait en effet chez sa sœur pendant que celle-ci et son mari faisaient un voyage au Japon. Éteignant la radio d'un geste brusque, elle claqua la portière et se précipita vers la porte de service du petit appartement qui donnait sur le parking. Elle était bien décidée à téléphoner à la radio où travaillait le dénommé Max Jarvis pour lui dire ses 4 vérités. À sa manière, le nouvel animateur qui sévissait depuis 3 mois sur les ondes de Radio Talk, la radio locale de Salt Lake City, ne manquait ni de panache ni de savoir-faire. Mais venu tout droit de Californie, il ne connaissait rien à la région, ce qui était au moins aussi irritant que les opinions réactionnaires qu'il affichait sur l'amour. Par contre, Dawn devait lui reconnaître au moins un atout. Il avait une voix à la fois mélodieuse et rauque qui faisait courir de délicieux frissons dans ses reins chaque fois qu'elle allumait sa radio. Plus d'une fois, la jeune femme avait été tentée de faire un saut à la station pour voir si le hommage du monsieur se rapportait à son plumage. Dawn avait toute une théorie à propos des voix. Pour elle, elles étaient infiniment plus importantes que les visages. Elle pouvait aimer ou haïr quelqu'un simplement en l'entendant parler. Et la voix de Max Jarvis pouvait sans complexe figurer sur sa liste personnelle aux côtés de Pavarotti et de Timothy Dalton. Dawn était prête à parier que des centaines de nouveaux adeptes de son émission ne l'écoutaient que pour le plaisir d'entendre la voix de son animateur, sans même avoir conscience de son pouvoir de séduction. Mais Max Jarvis possédait un défaut irréductible. Il n'était pas d'ici, il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants des nombreuses querelles qui divisaient la cité, que ce soit à propos de la construction d'une nouvelle école, des crues cycliques du Grand Lac Salé, ou de la démission du procureur général alléché par un meilleur salaire dans un État plus riche. Quant à ses théories sur le mariage, elle pénétra dans l'appartement, une flamme batailleuse dans ses yeux verts. George, l'adorable petit chimpanzé qu'elle gardait pour son amie Lorraine, avait dû entendre la clé dans la serrure qu'elle sentit une boule de fourrure soyeuse se jeter dans ses jambes et les serrer frénétiquement. « Oui, George, toi aussi, tu m'as manqué », affirma-t-elle en tapotant affectueusement le crâne de l'animal. « Viens, on va manger, je meurs de faim. » Tout en confectionnant une salade et en faisant griller des côtelettes, elle ouvrit la radio de la cuisine puis composa le numéro de la station sur son téléphone sans fil. Tous les auditeurs masculins, fervents adeptes de la thèse de Max Jarvis, devaient s'être rués tous en même temps sur leur appareil car il lui fallut patienter un bon moment avant de pouvoir joindre le standard. Quand son appel fut enfin transmis, il ne restait plus que 3 minutes avant la fin de l'émission. Une voix lui demanda de patienter. Tandis que George, perché sur un tabouret à côté de la jeune femme, mangeait voracement son mélange de verdure et de graines, elle disposa les côtelettes dans une assiette et s'installa elle aussi pour prendre son repas. Étant donné l'heure, elle ne croyait plus trop à la possibilité de dialoguer en direct avec Max Jarvis ce soir. Elle avalait à peine sa première bouchée quand un déclic résonna à son oreille. « Bonjour Lorraine, c'est Max Jarvis qui vous parle. Vous êtes à l'antenne. » Lorraine était le pseudonyme qu'elle s'était choisi, comme la plupart des auditeurs qui intervenaient dans l'émission. « Bonsoir, monsieur Jarvis, je n'espérais plus vous entendre. »
Je ne reconnais pas votre voix, Lorraine. C'est la première fois que vous appelez, n'est-ce pas? La perspicacité de l'animateur dérouta la jeune femme. Comment le savez-vous? Tout simplement parce que vous avez une voix remarquable. J'ai toujours apprécié cette qualité un peu rock, sensuelle et si féminine de certaines voix de femmes. C'est bien la première fois, n'est-ce pas? Un instant prise de court, Down décida de passer à l'attaque. Dans votre émission, c'est la première fois, en effet. Ce que vous dites ne m'a jamais paru si essentiel. Eh bien, je n'ai pas perdu ma journée. Chaque nouvelle auditrice est une occasion pour mon producteur de se frotter les mains. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je serai bref. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à la charmante épouse qui suait sang et eau pour veiller au confort du foyer et à l'éducation des enfants pendant que son mari allait gagner l'argent du ménage, demandez-le donc à la charmante petite amie du dit mari qui occupe avantageusement ses 5 à 7. À sa petite amie. Oui, vous savez, la brave fille qui ne sait même pas que le monsieur est marié et qui espère bien elle aussi que cette histoire se terminera devant monsieur le maire, et qui un jour finit par découvrir que l'argent qu'il dépense avec elle est celui du ménage, ce qui explique logiquement qu'ensuite l'épouse légitime se trouve dans l'obligation de trouver elle-même du travail. Quel rôle jouez-vous, Lorraine? Celui de l'épouse délaissée ou de la petite amie? La question fit l'effet à Down d'un coup de poing à l'estomac. Craignant d'en révéler trop sur elle-même, elle raccrocha brusquement. Mesdames et messieurs, nous avons perdu Lorraine. Sa mésaventure a sans aucun doute réveillé chez certains d'entre vous de douloureux souvenirs de trahison. Cela suffit-il à expliquer que des milliers de femmes cherchent maintenant du travail en dehors de leur foyer? Croyez bien que nous partageons votre peine, chère Lorraine. Si vous trouvez assez de force en vous pour reparler de tout cela, n'hésitez pas à nous rappeler. Bonsoir, chers amis, à demain. Le feu aux joues, Down bondit sur ses pieds et éteignit la radio. Elle entendait la télévision que George avait allumée dans le salon, toujours furieuse que Max Jarvis soit parvenu à la déstabiliser. Elle mit la cuisine en ordre, puis étala sur la grande table de pain le dossier d'un client qu'elle devait avoir terminé d'étudier pour le lendemain. À 10 heures, elle décida de jeter l'éponge, comme elle n'avait pas le courage de réveiller George, qui dormait à poing fermé sur le canapé. Elle le porta elle-même dans son panier, installée sous la fenêtre de la cuisine, puis elle alla se faire couler un bain. Le bruit de l'eau avait dû réveiller l'animal, car au bout de quelques minutes, il fit irruption dans la salle de bain et se percha sur le rebord de la baignoire. « C'est toi, George? Je pensais que tu avais eu ton compte. Est-ce que je te manquais ?» George inclina la tête sur le côté d'un air engageant. « T'ai-je dit que nous partons à Idaho Falls après-demain, juste toi et moi? Et les grands espaces. Nous nous arrêtons pour dormir sur la route et nous pourrons faire tout ce qui nous passera par la tête. Évidemment, il faudra te rappeler que je vais là-bas pour mon travail. On ne pourra pas s'amuser tout le temps. » George lui décocha un sourire qui découvrit une large rangée de dents jaunes. Lorraine, zoologue de son état, faisait subir à l'animal un dressage particulier pour qu'il soit capable d'assister des malades gravement handicapés. George savait maintenant effectuer quantité de tâches que la plupart des êtres humains trouveraient fastidieuses. « Tu as envie de jouer, n'est-ce pas ?» Elle poussa un petit gloussement tandis que le chimpanzé se penchait sur elle et plongeait sa longue main velue dans l'eau parfumée. « Eh bien, je crains que tu ne doives attendre un petit peu. Et arrête de me regarder avec tes petits yeux malicieux. J'ai besoin de me reposer un peu. Après, ce sera ton tour, c'est promis. » Sautant sur le carrelage, George quitta la pièce avec de petits cris de protestation puis revint muni d'une balle de caoutchouc rouge. Il la lança dans l'eau d'un air espiègle. « C'est vilain, George. Maintenant je te la confisque. Jusqu'à demain. » Elle éclata de rire quand le singe se frotta les yeux avec des gestes exagérés. C'était une bête très attachante et aussi très obéissante. Il ne fit aucune tentative pour reprendre la balle. « Tu n'es pas aussi poilu que je le pensais. Je me demande pourquoi Lorraine ne te supporte pas. C'est vraiment dommage qu'elle soit allergique. Dieu merci, toi et moi, nous nous entendons à merveille. J'apprécie beaucoup ta compagnie, tu sais, même si tu es curieux comme une concierge. J'aimerais bien pouvoir te garder, mais c'est tout simplement impossible. D'abord, tu peux rendre service à quelqu'un qui en aura plus besoin que moi. Et puis, tu es beaucoup trop cher. Non, vraiment, tu dépasses mes moyens. » La responsabilité d'un singe d'une valeur de 5 000 $ pesait lourdement sur les épaules de la jeune femme, surtout quand elle était fatiguée. Elle caressa doucement le crâne lisse et tiède, puis sortant de la baignoire, s'entoura d'une épaisse serviette éponge. « Lorraine te manque, n'est-ce pas? Mais tu aimes bien vivre avec moi aussi, je le sais. »
Georges regardait l'over avec une concupiscence qui faisait briller ses petits yeux intelligents. Je sais ce que tu veux, mon petit gars. Allez, vas-y, saute. Georges plongea dans le bain, lançant sa balle d'un côté puis de l'autre au milieu de grandes gerbes d'eau. Doucement, Georges, tu vas me tremper complètement. Tu t'excites trop. Calme-toi, voyons. On dirait que c'est la première fois que tu te baignes. Down, incapable de garder son sérieux devant le mimique de Georges, poussait des cris aigus tandis qu'il l'aspergeait. Fou de joie devant la réaction de la jeune femme, il s'interrompit soudain et se dressant de toute sa petite taille, se mit à frapper son torse comme un tambour en poussant des cris sourds. « Tu es trop drôle, mon petit bonhomme. Faudrait vraiment te filmer. Allez, viens, la récréation est terminée. Allons nous coucher, maintenant. Demain matin, on va s'offrir une bonne grasse matinée. Ensuite, il faudra que j'aille chercher le patron de Brad, qui fait escale à Salt Lake sur son trajet pour Tokyo. Tu resteras caché dans le garage, bien gentiment, tu sais. Je te ferai un bon petit lit. Quand il sera couché, je reviendrai te voir, c'est promis. » En se penchant sur la baignoire pour en vider l'eau, Down perçut nettement un bruit métallique, puis un bruit de voix. Ça provenait à l'évidence de la salle de bain de l'appartement voisin. Georges, intrigué, regarda le mur, puis Down. « Chut, je crois que c'est le voisin qui se fâche. Il ne doit pas apprécier qu'on fasse du bruit au beau milieu de la nuit. » Elle se laissa tomber dans son lit, complètement épuisée. Bah, demain était un autre jour. Mais le samedi s'annonça tout aussi éreintant. Il fallait faire le ménage en l'honneur de leurs visiteurs et Georges transforma cette opération relativement simple en mission impossible. L'animal suivait la jeune femme comme son ombre, déplaçant chaque objet qu'elle venait de replacer après l'avoir dépoussiéré, fermant les fenêtres qu'elle venait d'ouvrir pour aérer, déplaçant les meubles dans la salle de séjour. Lorraine avait assuré à son ami que le singe était parfaitement capable de passer l'aspirateur. Down décida donc de le laisser s'occuper de sa chambre tandis qu'elle-même nettoyait la salle de bain. À l'heure des informations, elle installa la radio dans le couloir pour entendre les nouvelles tout en briquant la baignoire. Mais sitôt que Georges entendit la musique, il laissa tomber l'aspirateur et se précipita dans la petite pièce pour freiner net et s'arrêta ébahi devant la glace qui recouvrait tout un pan de mur. La jeune femme laissa échapper un petit cri, bien lui en avait pris de ne pas avoir entrepris de la nettoyer d'abord, dès que Georges, probablement nostalgique de ses congénères, identifia la forme qui se reflétait dans le miroir, il se mit à la couvrir de baisers humides. Pour une femelle de son espèce, il ne manquait sans doute pas de charme, mais Down, quant à elle, le trouvait tout simplement simiesque. Du reste, lui aussi devait se poser des questions car, posant ses mains sur ses larges cuisses, il se pencha en avant pour se détailler attentivement des orteils jusqu'au sommet du crâne. Se redressant, Down éteignit la radio. Elle lança un regard affectueux en direction du singe. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis le plus beau. » Georges, heureux d'être parvenu à attirer son attention, lui adressa un large sourire. « Tu le sais que tu es beau, hein, Georges, et tu n'as pas besoin d'en faire tant. Je suis déjà amoureuse de toi. Maintenant file pour que je puisse en finir ici. Tu es plus adorable chenapan que j'ai jamais rencontré. Et puis toi aussi, tu as du travail. » Après un dernier clin d'œil, l'animal se faufila par l'entrebâillement de la porte. Une seconde plus tard, elle entendit la voix de Monsieur Ed, le cheval héros d'une série télévisée. Bah, ça lui laissait un peu de répit pour terminer ce qu'elle avait à faire avant d'aller chercher le patron de Brad à l'aéroport. Plus elle y pensait, plus elle était décidée à cacher à son hôte de nuit l'existence de Georges. Si jamais Brad apprenait qu'elle avait hébergé un singe, il serait capable d'en faire une syncope. Elle avait justement choisi cette résidence parce que les animaux y étaient interdits. Son tempérament maniaque et pointilleux ne supportait pas le moindre poil, ni le moindre jappement. Quant à Valérie, elle ne manquerait pas cette occasion de lui rappeler qu'il était grand temps qu'elle se trouve un petit ami. Ce serait plus sain que de déverser son trop-plein d'affection sur un singe. Down n'était pas particulièrement hostile à cette idée, mais elle n'avait pas encore trouvé l'homme idéal. Elle rencontrait beaucoup d'hommes jeunes et séduisants dans son métier d'avocat conseil. C'était comme ça, du reste, qu'elle avait fait la connaissance de Perry le menteur. Comme elle ne voulait pas prendre le risque de retomber dans ce genre de traquenard, elle ne rechercherait pas les occasions de faire de nouvelles connaissances. C'était une grande cause de souci pour Valérie, qui craignait que sa sœur cadette ne finisse sa vie dans la peau d'une vieille fille aigrie. Mais Valérie avait fait, très jeune, un mariage réussi,
et ne se rendait absolument pas compte que les hommes jeunes, honnêtes et séduisants, de surcroît, ne couraient pas les rues. Comme Dawn préparait le déjeuner dans la cuisine, elle entendit une voiture démarrer. Son voisin avait fini par se lever. Valérie avait vaguement mentionné qu'un nouvel arrivant s'était installé dans l'appartement mitoyen, mais Dawn ne l'avait encore jamais croisé. Il avait des horaires assez particuliers. En tout cas, il était parti sans venir se plaindre du bruit que George et elle avaient fait cette nuit. « Allez, viens George, on va t'installer. » Saisissant d'une main l'animal, elle rassembla de l'autre tout ce dont il pouvait avoir besoin et se dirigea vers la rangée de garages qui s'alignait de l'autre côté du parking. Une large haie l'isolait de la route. Ouvrant la porte du fond, elle poussa le singe à l'intérieur. Un vasistas ouvert sur le toit diffusait une pâle lumière dans le petit local. « Regarde ce que j'ai apporté, George. » La jeune femme montra à la petite bête son oreiller et sa couverture et il s'empressa de se faire un lit confortable sur la grande étagère qui occupait le fond de la pièce. Puis il examina le contenu du panier que Dawn avait apporté quand il reconnut sa balle rouge, un grand coquillage et une grenouille en plastique vert qui couinait et sautait quand on lui appuyait sur le ventre. Il émit un long sifflement appréciateur. Le laissant à ses découvertes, la jeune femme se précipita de nouveau dans l'appartement et en apporta une télévision portative qu'elle posa sur une caisse. L'appareil distrairait George de sa solitude. Elle disposa dans 2 gamelles en plastique des feuilles de laitue et des graines, puis remplit un récipient d'eau claire. « Tu es un bon garçon, George. Promets-moi d'être sage. Souviens-toi, pas de cris ni de coups sur les murs. » Elle fit le signe que Lorraine lui avait enseigné et George se précipita sur elle pour lui enlacer affectueusement les genoux. « Oui, George, Dawn t'aime aussi. C'est seulement pour cette nuit, je te le promets. Je te jure que je ne peux pas faire autrement. Et comme tu es gentil, j'ai un cadeau pour toi, regarde. » Elle tapota la poche de son jean et George glissa précautionneusement 2 de ses longs doigts à l'intérieur. Quand il en ressortit une poignée de bonbons multicolores, il avait les yeux émerveillés d'un petit garçon. Profitant de ce que l'animal dévorait les friandises, Dawn s'éclipsa par la porte entr'ouverte et la verrouilla soigneusement. Elle se sentait aussi coupable que si elle avait enfermé un enfant dans le placard. Mais il était l'heure d'aller chercher le patron de Brad. Jeffrey Evans avait plus d'une fois hébergé le mari de Valérie quand celui-ci avait des réunions de travail à Denver, où se trouvait le siège de sa société. C'était un homme d'une 50aine d'années, courtois et effacé, qui se révéla par un heureux hasard grand amateur de basketball. Dawn se félicita d'avoir eu l'idée géniale de réserver 2 places pour la finale des 2 grandes équipes de l'Utah. Leurs joueurs vedettes, finalistes aux Jeux olympiques, se montrèrent en grande forme. Si accompagner le patron de Brad à un match de basket pouvait aider ce dernier dans sa carrière, tant mieux pour lui. Étant donné le conformisme de son visiteur, Dawn avait été heureusement inspiré en enfermant George dans le garage. Mais le pauvre chéri avait dû s'ennuyer à mourir. Dès que son hôte fut parti, elle se précipita pour libérer l'animal. Inutile de se demander si George était réveillé. La télévision faisait plus de bruit que les chœurs de Salt Lake Tabernacle la nuit de Noël. Lui sautant dans les bras, depuis sa couchette, George se blottit contre la jeune femme en poussant des petits gémissements. « Oui, toi aussi, tu m'as manqué, George. » Elle lui caressa le crâne, puis ressortit pour s'assurer que le terrain était libre. La Saab bleue nuit de son voisin n'était pas sur le parking, et les habitants de la résidence semblaient encore dormir. Elle était en train de préparer le petit déjeuner quand l'employé du service de location de véhicules se présenta à la porte de derrière. Étant donné la présence de George, son employeur lui avait réservé, pour son bref séjour à Idaho Falls, un camping-car au lieu d'une chambre d'hôtel. En un tournement, les bagages furent entassés dans le coffre et George installé et attaché sur le siège passager. Dawn adorait conduire les véhicules de gros gabarit. Sans doute en raison de sa petite taille, elle avait souvent envié les camionneurs dans les lourds semi-remorques décorés comme des arbres de Noël sillonnaient les autoroutes. Quant à George, bien que dûment ficelé sur son siège, il était visiblement au paradis. La jeune femme mit la radio à fond, tout excitée à la perspective d'écouter Max Jarvis faire étalage de son ignorance en traversant l'État qu'il avait vu naître. C'était un invité qui avait la parole. Il est donc évident que le concubinage est le meilleur moyen pour découvrir chez l'autre des défauts qui peuvent être rédhibitoires.
défaut que vous auriez pu ignorer pendant des années si vous vous étiez contenté de faire la cour à l'élu de votre cœur selon les méthodes traditionnelles. Évidemment, intervint la voix railleuse de Max Jarvis, il vaut mieux savoir tout de suite si votre futur conjoint est somnambule ou s'il a les pieds plats. C'est un détail parmi d'autres, mais c'est souvent à cause de l'accumulation de ce genre de petits détails qu'une belle histoire d'amour se termine par un divorce. En tout cas, vous avez su intéresser nos auditeurs, Dr. Ryder. Le standard est saturé. Chers auditeurs, c'est Max Jarvis qui vous parle. Nous accueillons dans le studio pour une demi-heure le Dr. Victor Ryder, qui vient nous présenter son nouveau livre, Comment vivre le mariage à l'aube du XXIe siècle. Bonjour Phil, c'est à vous. Dawn freina brutalement le véhicule, fut embardé. George poussa un cri strident. Désolé mon vieux, mais ce type me tape tellement sur les nerfs que nous avons raté l'embranchement pour malade. Il va falloir repousser chemin jusqu'à Garland. Ainsi, l'animateur de La Vie en Rose accordait suffisamment de crédit à un de ses prétendus spécialistes de la thérapie du couple pour lui ouvrir son antenne. Et qui plus est, il s'agissait de Victor Ryder. Ce nom n'était pas trop familier à la jeune femme et cet individu avait autant le droit de s'affubler du titre de psychologue qu'elle de se faire appeler Madonna. Comment Max Jarvis pouvait-il être aussi naïf? N'y tenant plus, Dawn avisa du coin de l'œil une rangée de cabines téléphoniques sur le parking d'une pompe à essence. Elle ralentit et gara son véhicule entre deux poids lourds. « Il faut que je passe un coup de fil, George. Je n'en ai pas pour longtemps. Notre place de camping est déjà réservée à Idaho. Pas besoin de se presser. » Vous êtes en direct dans l'émission La Vie en Rose. Avez-vous une question pour le Dr. Ryder? Je préférerais parler à Max Jarvis en personne. Quel est votre nom? Gloria. Ne quittez pas, Gloria. Cela va être votre tour. Dawn attendit une courte minute et la voix magique de Max Jarvis vibra doucement à son oreille. Bonjour, Gloria. Vous vouliez me parler? C'est exact. D'où appelez-vous? De Garland. Ah, et où cela se trouve-t-il? En Utah. Si vous étiez d'ici, vous n'auriez pas besoin de le demander. Il eut un petit rire. Je ne connais peut-être pas grand-chose à ce pays, en effet, mais je vais reconnaître une voix quand je l'ai déjà entendue. Vous n'êtes pas Gloria, mais Lorraine. J'espérais bien que vous alliez rappeler un jour, mais je commençais à perdre espoir. Allez-y, prenez votre temps pour nous raconter vos mésaventures. Dawn déglutit à plusieurs reprises, complètement médusée. Décidément, l'homme était plus intelligent qu'elle n'aurait cru. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, monsieur Jarvis. Je saisis simplement l'occasion de vous dire ce que je pense de vos propos, qui déshonorent notre radio locale depuis que vous avez eu la brillante idée de venir vous installer chez nous. Propos qui non seulement trahissent votre méconnaissance totale de la région, mais révèlent en plus une inqualifiable incompétence en matière de psychologie, tant masculine que féminine. Selon vous, un étranger à Salt Lake City est nécessairement incompétent pour parler de cette ville, s'enquit Max Jarvis d'une voix qui suscita chez Dawn un émoi fort agréable. Disons simplement que nous nous passions fort bien jusqu'à maintenant de votre bon sens et de vos leçons de morale. Mais ce qui m'inquiète le plus est que vous invitiez sur votre antenne n'importe quel kidam ayant commis un livre, pourvu qu'il ait la langue suffisamment bien pendue pour faire un bon taux d'écoute. Quand ce monsieur Ryder prétend qu'il faut tester son futur conjoint comme on essaie une paire de chaussures, que fait-il de l'amour? Que fait-il de toute cette période délicieusement romantique qui précède le mariage et son train-train quotidien? Max éclata d'un rire mélodieux. Toute cette belle envolée me laisse supposer que vous n'avez jamais vécu en concubinage. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Je privilégie le romantisme, et tant pis si mon futur mari parle en dormant ou sont mauvais des pieds. Il sera toujours temps de s'en apercevoir, et ce n'est pas ça qui cassera une union solide. Mais c'est terriblement romantique. Tout ça, pouvez-vous nous préciser votre conception du mariage, Lorraine? Gloria. Avec un peu de chance, une femme peut espérer à donner un homme pour la vie entière. Et réciproquement, pour moi, cette ambition est la plus haute expression de l'amour consacrée par le mariage. Avez-vous déjà écrit quelque chose sur la question, Lorraine? Certainement pas. C'est un sujet sur lequel chaque être doit rester seul juge. Je me vois mal écrire un livre là-dessus, comme une vulgaire recette de cuisine. Alors vous êtes l'invité idéal pour dimanche prochain. Soyez assez aimable pour rester en ligne. Rob, mon assistant, va noter vos coordonnées. Je compte sur vous pour relever le défi, Lorraine. Vous voyez, je suis fair-play. Je vous donne l'occasion de défendre vos opinions. Alors soyez présente au rendez-vous. Oui, Doris, c'est à vous. Sans bien savoir ce qu'elle faisait,
Dawn se surprit à donner son pseudonyme et son numéro de téléphone au dénommé Rob. En fait, lui précisa l'assistant de Max, c'était à elle de rappeler pour confirmer le rendez-vous. Elle regagna son camping-car, un peu abasourdie par la tournure prise par les événements. Mais pour être parfaitement honnête, elle était ravie de voir enfin en chair et en os celui qui pour elle n'était encore qu'une voix. Et quelle voix! Sans compter qu'elle avait toujours adoré la Laponie.